Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de la saison 2 de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train. Je suis Lisa, votre chef de bord pour cet épisode réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application de référence pour le train et les mobilités durables qui accompagne plus de 15 millions d'utilisateurs dans leurs déplacements en France et en Europe. Pour votre tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe Ouraille se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage. Bonjour Amaya. Et bonjour. Ça me fait hyper plaisir de te recevoir ici. Merci d'être venue. Merci de m'accueillir. Alors, je t'ai découvert personnellement grâce à une vidéo de toi que tu as partagée sur les réseaux où tu parles de ton magnifique voyage. Et ça m'a beaucoup touchée parce que tu abordes des thématiques fortes comme une relation toxique dans laquelle tu as vécu des violences psychologiques. Et j'ai trouvé ton récit hyper inspirant, notamment la manière dont tu t'es reconstruite après cette histoire grâce au voyage, justement. Et je pense que ton récit pourra aider beaucoup de femmes, et d'hommes d'ailleurs, qui traversent ce type de violence au cours de leur vie. Donc encore une fois, merci d'être là et de nous partager tout ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais annoncer une super nouvelle à nos auditeurs. On sort notre premier bouquin, Voyager en train avec Ouraille, édité chez Hachette. Il regroupe 45 itinéraires sans avion et sans voiture pour vous évader simplement le temps d'un week-end ou pour de plus longs séjours à travers le monde. On y trouve également tout un tas de conseils pratiques comme nos astuces pour payer vos billets au meilleur prix. Bref, c'est le cadeau idéal pour convaincre vos proches de voyager autrement. Par contre, le nombre de tirages est limité, donc pensez bien à le précommander dès maintenant sur les liens qu'on vous partage en description. Et maintenant, retour au podcast. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc moi je m'appelle Amaya, je suis comédienne, humoriste. Je fais de la comédie en fait en vidéo, sur les réseaux et sur scène essentiellement, avec mon spectacle. Et c'est quoi les thèmes que tu abordes dans tes spectacles ? Alors actuellement j'ai un spectacle où je parle beaucoup du fait globalement de s'accepter tel qu'on est, et je parle de tout ce qu'on s'oblige à faire. Parce qu'on se dit « Ah mon Dieu, mais les autres, ils sont pas comme moi » ou « Je suis pas comme les autres ». Voilà, je dis que c'est un spectacle fait pour les gens qui étaient choisis derniers en sport à l'école pour faire les équipes. J'irai voir, c'est où qu'on peut aller te voir d'ailleurs ? Là, j'ai des dates un peu en tournée. Je suis pas très bonne pour me souvenir de mes dates, mais je les mets en ligne. Là, j'ai une date dans pas longtemps près de Montpellier. Je vais jouer près de Lyon. Et là, je prépare un nouveau spectacle où je parlerai un peu plus de la famille, de mes origines. Beaucoup de Pologne, ma mère qui est polonaise. Et ça, je pense le jouer à Paris début 2025 et à Avignon, ça c'est sûr, en juillet 2025. Alors comme tu le sais, chez Ouraille, on est totalement accro au train. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi le cas pour toi ? Oui, accro au train, et puis moi accro de toute façon au déplacement très lent. Et je pense que c'est lié entre autres avec la Pologne où on allait en voiture, on mettait 14 heures pour aller en Pologne, même parfois 2 jours. Et c'est pour ça que moi, quand on me dit on va mettre 30 heures à aller à un endroit, je fais ok, il n'y a pas de souci. T'as l'habitude. Non, moi, maintenant, j'aime beaucoup le train. T'es déjà allée en Pologne en train, justement ? Oui, je l'ai fait une fois. Ok. En fait, quand j'étais petite, on y allait en voiture. Après, on a commencé à y aller en bus. Et ouais, je l'ai fait en train une fois. Voilà, d'ailleurs, j'ai eu un problème de changement de train et j'ai dû finir en bus. Et de base, t'es sensible ? T'étais déjà sensible au sujet lié à l'écologie, à l'environnement ? Oui, je pense que depuis toute petite, j'avais cette sensibilité. Et oui, ça c'est vraiment une de mes motivations aussi, et c'est comme plein de gens, je pense, j'ai aussi ce sentiment parfois de culpabilité, enfin de se dire comment je peux faire pour laisser moins de traces. Donc c'est une de mes motivations. C'est vrai que j'aime beaucoup le fait de prendre le temps, et quand j'étais petite, je me disais quand je serai grande, je ferai un travail et je ferai des trucs dans le train. Enfin, je me disais j'écrirais dans le train en allant à des dates, et voilà, j'aime bien le fait de prendre le temps, de vraiment me dire je vais à un endroit. Quand j'étais petite, il y avait les aventuriers qui me faisaient rêver, il y avait vraiment, tu dis je vais à un endroit, tu vas à un endroit et tu passes par tous ces pays, vraiment de ressentir le déplacement, contrairement à l'avion qui pour moi est une télétransportation ratée, tu vois, c'est totalement. Enfin voilà, bon, t'arrives tout le temps décalqué. Donc c'est quelque chose qui a toujours été ancré dans ta vie. Et voilà, et aussi le côté écologique qui est très important aussi maintenant pour moi. Alors il y a quelques temps, tu as décidé de partir seule en voyage très loin de chez toi. Est-ce que tu peux me rappeler quels sont les pays que tu as traversés ? Il me semble qu'il y en a 3. Le voyage, oui, une fois sur place, je suis allée, j'étais en Inde, différentes parties de l'Inde, au Népal et au Tibet, donc qui est en Chine. Alors pour comprendre un petit peu quelles sont les prémices de ton aventure, on va revenir au point de départ. C'est quoi l'histoire de ce voyage et le contexte dans lequel il apparaît dans ta vie ? En fait, moi j'étais pendant plusieurs années en couple du coup avec une personne
qui m'a fait beaucoup de mal. On peut mettre pas mal de mots dessus, enfin voilà, toxique, manipulation, tout ça, ça a été très très dur. Et quand je en suis sortie, j'étais vraiment fracassée. J'ai découvert ce que c'est la dépression et c'est pas fun. Et voilà, j'ai mis pas mal de temps à me reconstruire, à me faire aider. Et je sentais qu'il y avait des choses qui étaient passées, que j'avais réussi à résoudre, mais il y avait une sorte de page que j'arrivais pas à tourner et que j'avais vraiment besoin de prendre un moment pour moi. Et forcément, quand tu te remets de ça, tu te questionnes sur où t'en es dans ta vie, c'est quoi les difficultés que t'as. Et moi, je voyais qu'il y avait une sorte de souci de, je sais pas, d'indépendance aux autres, de pas me faire confiance toute seule, de tout le temps avoir besoin des autres pour me rassurer. Et c'est dur parce que parfois, quand tu essaies de changer dans ta vie, les autres autour sont pas forcément prêts à ce que tu changes. Et toi, tu dis, j'ai besoin de faire quelque chose sans les autres, mais les autres, ils ont l'habitude que tu aies besoin d'eux. Oui. Donc je me suis dit, en fait, je sais pas, j'ai eu besoin vraiment de me dire, j'ai besoin de partir, faire un truc toute seule. Et donc, quand j'étais en couple avec cette personne, un jour, j'ai lu un article sur une aventurière qui s'appelle Alexandra David-Néel. Et je sais pas pourquoi, c'est vraiment, elle est arrivée comme ça dans ma vie, et les quelques phrases que j'ai lues sur elle m'ont fascinée. Et quand j'ai voulu partir et vraiment prendre un temps pour moi, ça m'a paru évident que je voulais aller là où elle est allée, parce que c'était une exploratrice. Et donc, Tu peux nous parler un peu d'elle, justement ? Ouais, bien sûr, j'adore parler d'elle. Elle est née en 1868, et donc c'est une exploratrice. Son gros voyage, quand elle avait mon âge, elle avait 37 ans, quand elle a fait ce voyage qui l'a rendue célèbre. Et ça, elle était passionnée de bouddhisme, d'Asie. En fait, le voyage qui l'a rendue célèbre, c'est que elle voulait aller à Lhasa et au Tibet, mais on lui a dit que c'était interdit. Elle pouvait pas y aller. Et c'est ça, un des trucs qui l'a motivée. Elle fait, moi, je peux pas y aller. Je vais y aller. Et elle est allée à pied à Lhasa en se faisant passer par une mendiante. Elle a fait 2000 km à pied. Elle est partie d'où ? Elle est partie d'une autre région de la Chine. Enfin, elle a essayé pendant des années d'y aller. Wow. Et au début, elle voyageait. Elle avait des personnes qui l'accueillaient, elle connaissait des personnes assez importantes, mais là, pour aller à Lhasa, elle s'est dit, en fait, j'ai pas d'autre choix que d'y aller vraiment avec ce que j'ai sur le dos. Bon, elle avait son fils adoptif qui était avec elle. Et c'est vraiment une icône, quelqu'un de très, qui est assez fascinant pour son époque, très libre, très indépendante, qui avait une sacrée personnalité, pour pas dire... Elle était un peu relou, je pense. En tout cas, elle était sûre d'elle, quoi. Elle était sûre d'elle, et j'ai lu ça dans un livre qu'en fait, c'est qu'elle elle se comportait comme un homme, quoi, et elle avait pas peur, pour son époque en tout cas, de faire plein de choses comme ça. Et donc pour toi, ça a été un modèle ouais, moi, ce qui m'a fascinée au-delà de ses voyages, c'est vraiment sa liberté, son indépendance, et de me dire, elle est partie vraiment, elle a dit à son mari, je vais partir voyager 6 mois, et elle est partie 14 ans. 14 ans. Et moi, je me dis, mais moi, j'ai tellement du mal. À l'époque, j'avais tellement peur de faire de la peine aux gens en me disant, je pars sans vous, juste partir 2 semaines. Je me dis, ils vont être tristes. Et là, de me dire, cette femme, bon, quand on lit les lettres qu'elle a écrites à son mari, oui, souvent, elle lui disait, je reviens bientôt, je te promets. Mais ça m'a fascinée, cette indépendance, se dire, voilà, elle a voulu faire un truc et elle est partie 14 ans, elle a suivi son envie. Et toi, c'était le premier grand voyage que tu fais ? J'ai fait d'autres voyages, je fais pas mal de voyages à vélo, ça j'aime beaucoup, et j'avais fait 6 semaines en Mongolie à vélo avec une amie. Ok. Mais après, vraiment, gros voyage comme ça, toute seule, et c'est vraiment un truc dont je pensais pas être capable. Je voyais plein de gens des copines qui partent toutes seules et tout, et ça me terrorisait vraiment. Ouais. Et je me suis dit, bon, il faut que je fasse ce truc qui me fait peur. Ouais, justement, on en vient. Je trouve que ton choix, justement, d'aller en Inde, après ce que tu as vécu, c'est hyper fort parce que c'est un pays qui fait souvent peur. On entend beaucoup de choses. Est-ce qu'il n'y avait pas, justement, au-delà de suivre les pas de cette exploratrice, quelque chose, une envie de prendre un peu le taureau par les cornes d'affronter tes peurs Totalement, en fait, c'est totalement... Moi, ça me terrorisait et je me suis dit, je peux plus rester là, comme ça, à avoir peur. Et ma mère aussi m'a offert un livre qui s'appelle « Méfiez-vous des femmes qui marchent ». Et qui qui raconte les histoires de certaines femmes qui sont parties marcher toutes seules. Et vraiment, j'ai lu ce livre et je l'ai refermé. Et j'ai fait, mais pourquoi je reste là, moi, à rien faire ? Et ouais, il y a vraiment ce truc de me confronter, de me dire, bon, tu vas le faire une bonne fois pour toutes, tu vas y aller, ça va être dur. Et je l'ai noté dans un carnet, vraiment, ça me terrorise. Et je suis contente de l'avoir fait.
Mais par expérience, je sais que souvent les pré-départs aussi sont très difficiles. Surtout que toi, il y avait vraiment un enjeu de te retrouver, de te reconstruire, etc. Donc c'est d'autant plus impressionnant. Mais en tout cas, ce qui est trop cool, c'est qu'une fois sur place, et on y viendra, ça va mieux. Ouais, quand même, ouais. Alors, pour recontextualiser le voyage, justement, c'était quand et ça a duré combien de temps ? Je suis partie, c'était en septembre 2023 et je suis partie 3 mois. Enfin, un peu moins de 3 mois parce que j'ai eu des problèmes de passeport dont je peux parler. Et je suis revenue donc en décembre. T'as pris l'avion quand même pour aller en Inde, mais t'as quand même fait en sorte, il me semble, de faire un voyage le plus bas carbone possible. T'es partie de Paris. Oui. Et qu'est-ce que t'as fait après, justement ? Mon rêve, c'était d'aller là-bas jusqu'au bout par la terre. Ouais. Et là, j'avoue que je me suis dit, bon, il y avait fallait passer par des endroits qui me faisasaient quand même encore plus peur que peur. Et je me suis dit, bon, oui, parce qu'il y a l'Iran, etc. Il y a l'Iran, il y a même... il y a l'Iran, il y a le Pakistan, il y a plein de choses. Et bon, j'avais été accompagnée par l'association Once Upon a Train qui avait essayé de me trouver des itinéraires aussi. Et voilà, bon, ça me faisait un peu peur et je me suis dit, je vais déjà me rapprocher. Donc, je suis allée de Paris jusqu'à Istanbul en train, en quelques jours. Et après d'Istanbul, j'ai pris un avion pour New Delhi. Voilà, en Inde. Puis j'avais cette envie en plus de faire l'aventurière, de me dire je vais y aller comme je peux. Et voilà, j'ai fini par prendre l'avion quand même. Et même pour revenir aussi, je me suis beaucoup posé la question parce que forcément, j'ai pris un peu confiance et je me suis dit, vas-y, je vais rentrer en train. Et il s'est passé tout un tas de choses qui ont fait que ça a été très dur et j'ai beaucoup réfléchi par rapport à l'aspect écologique. Et finalement, je suis rentrée en avion directement. J'ai pris un direct New Delhi-Paris. Ok, mais en tout cas, une fois sur place, j'ai tout fait. Et pareil, même pour rentrer à Paris, je me suis dit, bon, j'aurais pu prendre un autre avion pour New Delhi. Puis je me suis dit, non, là vraiment, j'ai tout fait en bus, en train. D'ailleurs, pour aller au Tibet, j'étais en contact avec une agence parce que tu peux pas y aller tout seul au Tibet. Ouais. Et du coup, il me disait, mais sinon, vous prenez un avion jusqu'en Chine. Et moi, j'étais, non, c'est pas le projet. Et ils comprenaient pas. Mais non, j'ai tout fait. Mais d'ailleurs, on y viendra, mais moi, ça m'intéresse de savoir comment tu as fait pour aller au Tibet, parce qu'apparemment, c'est vraiment pas facile. Non. Est-ce que tu as une estimation un petit peu des heures que tu as passées dans le train durant ce voyage ? Je l'avais compté. Ou le nombre de trains, sinon... En tout cas, entre les bus, parce qu'au Népal, tu peux prendre... Il n'y a pas de train, tu prends le bus essentiellement. Mais je sais qu'en tout cas, pour retourner en Inde depuis le Népal, à un moment, j'ai fait 47 heures de bus. Ouais. Voilà, et après les trains, je pense que j'ai passé plusieurs journées dans le train. Déjà, une fois, j'ai fait un trajet, il y a eu du retard, j'ai fait une trentaine d'heures dans le même train. Parce qu'en Inde, en plus, il y a énormément de trains, il me semble. Oui, il y a énormément de trains. Oui, c'est ça qui est pratique pour aller n'importe où. Et c'est des trains super longs qui s'arrêtent à plein d'endroits sur plusieurs jours. C'est impressionnant. Ouais. Alors maintenant, on va aborder des petits points techniques. Déjà, comment tu as organisé ce voyage et est-ce que justement tu as des conseils pratiques à donner pour des personnes qui voudraient organiser un voyage comme celui-là ? Pour organiser, moi j'étais allée entre autres il y a un groupe Facebook, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est Voyage au féminin. Ah, je le connais. Voilà, qui est super, où c'est vraiment dès qu'on a un souci, un problème, une question... voilà, il y a plein de gens qui répondent. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que y a une énorme thématique dans les questions de, forcément, je suis une femme, je voyage seule, j'ai peur. Et de, je viens de rompre, j'ai besoin de m'en remettre, je veux voyager. Et il y a vraiment une thématique pour les femmes de ce besoin de se sentir plus forte. Et voilà, c'est tout un sujet qui est assez intéressant. Oui, parce que du coup, c'est des thématiques qui ressortent beaucoup dans ces groupes de voyageurs féminins. Oui, c'est ça. Et après, toi, t'es allée demander des conseils, par exemple, des témoignages Oui, c'est ça, j'ai demandé... j'ai voulu échanger un peu sur ce sujet. Et voilà, mais bon, ça, on part sur un autre sujet. Mais ça t'a aidé ? Ça m'a beaucoup aidé, et de sentir, en tout cas, de se dire, si jamais j'ai un doute... je sais que sur ce groupe, et même parfois, en plus, ce qui est bien, là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu, il y avait une fille, elle a eu un problème dans un pays, elle dit, excusez-moi, que quelqu'un est dans le coin, j'ai besoin d'aide, et tout le monde s'est mobilisé là-dessus. Après, j'ai regardé sur Orail, entre autres, aussi des itinéraires,
Et j'ai l'association Once Upon a Train que j'ai contactée, qui j'ai pu faire une visio aussi, ils m'ont aidé à trouver des itinéraires. Et après, il y a le forum qui s'appelle, je crois, Site 61, j'arrive jamais à le dire. C'est quelqu'un qui a énormément voyagé et pareil, qui partage pas mal d'itinéraires. Ok. Ouais. Mais en tout cas, c'est trop bien justement de pouvoir trouver des communautés qui nous conseillent et de ne pas se sentir tout seul en voyage. Non. Même si on part seul, en fait, on sait qu'il y a toujours des gens derrière nous qui peuvent être là pour nous. Mais en plus, c'est ça, moi, vu que j'avais vraiment ce côté à vouloir me débrouiller toute seule, me dire j'ai besoin de m'en sortir sans mes proches. Je sais qu'ils étaient frustrés parce que parfois ils avaient trop envie de me dire mais moi j'y suis déjà allée, je peux t'aider. Moi je disais non, je vais me débrouiller toute seule. Et voilà, j'ai pas choisi la voie facile, quoi. Au niveau d'ailleurs des réservations de transport et d'hébergement sur place, comment t'as fait Tu t'es renseignée aussi sur ces groupes-là ou Vraiment, oui, je me suis renseignée au début sur ces groupes-là. Et après, j'ai vraiment tout réservé au fur et à mesure parce qu'un truc qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu un problème avec mon passeport 2 semaines et demie avant de partir. Je faisais un voyage à vélo et en arrivant, il s'est passé tout un tas de trucs. Et de fil en aiguille, il y a eu de l'eau sur mon passeport. Et moi, je me suis dit, je vais en Chine. Et je sens que la photo un peu mouillée, ils vont pas apprécier. Et du coup, j'ai dû refaire tous les papiers avant de partir. Grâce à une cousine, Fanny. Ouais. Elle a pu faire accélérer les choses, en tout cas pour mon passeport. Après, j'ai dû faire les visas. J'ai pleuré 3 fois sur un banc du 16e arrondissement, près du centre de visa chinois, parce que à chaque fois, ils m'ont demandé d'autres trucs. Et spoiler, en fait, je n'avais pas besoin de visa chinois pour aller là-bas. C'est par rapport au comment aller au Tibet. Ok. Je pourrais t'expliquer. Mais voilà, en tout cas, j'avais ce visa qui, au final, m'a coûté 500 €. Bout à bout, ne m'a servi à rien. Non. Voilà, mais bon, ça me fait une jolie page dans mon passeport où il y a écrit « annulé ». Et du coup, quand j'ai réservé, quand je suis partie, c'est vraiment, j'ai eu mon passeport, j'ai voulu faire mon visa indien, parce que tu peux faire un e-visa, mais moi, vu que je voulais aller dans une région un peu éloignée, où il faut une autorisation spéciale, j'ai préféré faire un visa vraiment, un autre type de visa que tu l'as directement sur ton passeport. Et dès que je l'ai eu, je l'ai récupéré au centre de visa et j'ai appelé ma mère, je fais c'est bon, j'y vais, et j'ai acheté un billet de train et je suis partie dans la foulée, je suis partie le soir même. Ok. Et du coup, moi ça m'a donné un sentiment de liberté incroyable, de vraiment de me dire je pars dans le train, puis c'était un train de nuit et voilà, bon c'est parti, je sais pas où je vais. C'est vrai que ça doit être fou le départ. Ah mais c'était incroyable, en plus j'avais un groupe WhatsApp pour tenir les gens au courant. Moi, si ça tenait qu'à moi, j'aurais donné de nouvelles à personne pendant 2 mois, mais je ne suis pas un monstre. Du coup, tout le monde me disait tiens-moi au courant. Et du coup, j'avais ce groupe WhatsApp et là, j'ai vraiment envoyé un message, ça faisait alerte pour tout le monde, c'est je pars dans 1 heure. Et tout le monde est là, quoi? Mais qu'est-ce que t'as réservé? Bah, rien. Et du coup, j'avais ce premier train que j'ai fait, c'était Paris-Vienne, un train de nuit. Et après, j'ai vraiment réservé au fur et à mesure des nuits dans des auberges de jeunesse. Et puis après, les trains... Mais justement, on va aborder ton voyage maintenant en plus détaillé, étape par étape. Donc, tu fais d'abord un Paris-Vienne. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai fait un Paris-Vienne qui s'est très bien passé. Je suis restée quelques heures à Vienne. Après, j'ai fait Vienne-Budapest, Budapest-Bucarest et Bucarest jusqu'à Istanbul. Et vraiment, j'ai passé très peu de temps dans ces villes. Je sais qu'il y a des gens qui font plus en mode je m'arrête. Quelques jours, je visite la ville. Moi, parfois, j'ai passé 1 nuit à Budapest parce que je me suis dit, bon, peut-être prendre une douche. Ça peut être une bonne idée. Après, le plus compliqué, c'était Bucarest-Istanbul. Au début, j'avais du mal à le réserver en ligne. J'ai dû réessayer plusieurs fois et j'ai fini par l'avoir. Et là, c'était un train de nuit aussi, mais on n'avait pas d'électricité dans notre wagon. Ah, compliqué. C'était un hasard, ça m'amusait parce que je me suis dit, bon, à Paris, t'as un wagon de métro qui n'a pas d'électricité, on arrête tout, là, c'est bon, on va traverser plusieurs pays, vous inquiétez pas. On n'était que des touristes, vraiment, à faire Bucarest, Istanbul, et du coup, il a fait assez chaud, mais c'était une bonne expérience. C'est une sorte de vie qui s'organise. Au début, même si les gens se parlent pas, je sais pas, j'ai bien aimé ce voyage en train. Et après, arrivé en Turquie,
Tu prends l'avion pour arriver en Inde. Ouais, donc j'ai pris l'avion. Là, je suis restée quelques jours à Istanbul quand même, j'avais envie de voir un peu. Je suis arrivée en Inde. Justement, j'ai une anecdote sur mon Bucarest, le train que j'ai fait entre Bucarest et Istanbul. J'ai croisé un Français dans le train. Et moi, il y a un truc aussi, c'est que moi, je parle pas très bien. J'ai assez honte de mon niveau en anglais, même si je pense que je me débrouille. Mais du coup, pour moi aussi, c'était un défi. Parce qu'on a tellement cette image de la personne qui part voyager, qui est bilingue, qui parle avec tout le monde. Alors surtout moi... les Français se jugent beaucoup. Oui. Moi, ça me complexe beaucoup aussi parfois. Ah, mais ouais. Et du coup, c'était un frein aussi pour moi. T'as l'impression que pour voyager seul, il faut déjà avoir un niveau de dingue. Et d'ailleurs, j'ai croisé une femme qui m'a dit « Ça fait des années que je voyage toute seule, je ne parle pas du tout anglais. » Et après, du coup, tu arrives en Inde. Et j'arrive en Inde. Et du coup, quand j'arrive en Inde, j'ai très peur parce que là, je me dis, on rentre dans le dur, là. Et c'est un pays qui fait très peur aux gens. Et vraiment, plein de personnes m'avaient dit, fais attention. Ça, je trouve ça dommage. C'est en fait, on m'a plus tout donné pour avoir peur, plutôt que me dire, tiens, je te donne les outils pour te sentir forte. Et du coup, j'arrive en Inde et j'ai peur de sortir de l'aéroport au début, tellement je me dis, je vais sortir, ça va être horrible. Et finalement, donc, pour moi, ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. Donc, j'ai tout fait à partir de là. J'ai fait tous les trajets en train. T'avais un itinéraire tracé déjà ? Oui, alors moi je voulais aller donc New Delhi, après je voulais aller à Bénarès. Donc voilà, le but du voyage c'était de passer par les endroits importants pour Alexandra David-Néel. Et Bénarès, c'est là qu'ont été réparties ses cendres. Et c'est une ville sainte, c'est très important pour elle. Enfin, Bénarès, elle dit Bénarès, mais Varanasi. Donc je suis allée là-bas en train. Et au début, j'étais convaincue que... Je me disais, j'arrive en Inde, le premier truc que je fais, c'est trouver quelqu'un pour faire le trajet en train avec moi. Parce que j'avais très, très peur de prendre le train toute seule. Et finalement, en fait, tu fais le voyage et tu t'es pris par le truc et t'oublies un peu tes craintes d'avant. Et du coup, j'ai même pas pensé quand je suis arrivée à me dire « Ah oui, il fallait que je trouve quelqu'un pour prendre le train avec moi. » Moi, c'était mon plan. Je trouve quelqu'un pour me tenir la main pendant tout le trajet. Quand tu réserves des trains en Inde, tu as besoin d'une sorte de numéro, un peu un numéro personnel, comme si on avait un numéro personnel SNCF. Et vu que tu réutilises tout le temps après. Ouais, que tu réutilises tout le temps. Et du coup, dans l'auberge de jeunesse où j'étais, j'ai réussi à trouver... quelqu'un qui m'a donné son numéro. Je sais pas s'il a compris, mais en gros, je l'ai utilisé pendant les 2 mois où j'avais besoin de voyager. Trop cool aussi. Donc voilà, je l'ai effacé depuis. Voilà, je lui ai rendu sa vie. Mais ça l'empêchait pas de voyager de son côté, bien sûr. Et donc voilà, ça, je suis allée à Varanasi en train. Et après, mon but, c'était d'aller au Sikkim, qui est une région pas très connue au nord de l'Inde. Et là, je voulais y aller c'était pareil, train, bus, mais je me suis retrouvée avec un message de l'auberge de jeunesse qui me disait « Ah, en fait, ils ont eu un énorme problème d'inondation, de glissement de terrain. Enfin, ça a été terrible pour la région. Et ils m'ont dit que pour l'instant, c'était fermé aux touristes. Du coup, j'ai dû changer tout mon itinéraire. Parce que moi, mon but, c'était vraiment rester 1 mois là-bas. C'était un endroit qui était super important pour Alexandra David-Néel. Comment ça s'appelle le Sikkim. Okay. Le Sikkim, très... Mais c'est pas un endroit très touristique en Inde. C'est pas du tout touristique. D'ailleurs, là-bas, quand j'y étais, j'ai fini par y aller et finalement, j'ai fini mon voyage là-bas. Parce que j'ai dû attendre 1 mois et demi pour pouvoir y aller, pour qu'il ouvre de nouveau. Et là-bas, ils étaient là. C'était un événement, quoi. On a fait des photos avec des gens parce que vraiment ils disaient « Ah, c'est la première fois qu'une Européenne vient ici !» Ils arrêtaient pas de me dire « Dis-leur de venir ici, on veut des touristes !» Et oui, ils la connaissent, Alexandra David-Néel ? Oui, à des endroits, ouais. Il y a un endroit où je voulais aller, où j'ai pas pu aller, c'est une grotte où elle a été ermite pendant 2 ans, où elle a vécu dans cette grotte, et là c'était une région qui était encore fermée. Mais j'ai dit que je voulais aller là-bas, là on m'a dit « Ah mais oui, on l'a visité, on y allait !» Et même quand je suis allée au Tibet, ça c'était magnifique d'aller là-bas et de parler d'elle. Alors qu'en France, elle est un peu connue, mais pas tant que ça. Là-bas, ils en parlaient vraiment comme quelqu'un qu'ils avaient connu. Ah oui, elle est venue ici, on la connaît, on m'en a parlé. Et du coup, en Inde, toi, finalement, tu t'es pas du tout sentie en insécurité, en fait ? Non, moi, ce qu'on m'avait dit, tout le monde va te mater, tout le monde va te regarder. Enfin, oui, on m'a regardé,
Mais j'ai pas... Benares, je suis allée au Népal. Et après le Népal, je suis allée au Tibet. Mais pour revenir en Inde, pour aller au Sikkim, il y avait un trajet direct à faire. Mais en fait, c'était en passant par une frontière qui est fermée aux étrangers. Et du coup, j'ai dû faire tout un détour. Et là, j'ai pris 3-4 bus, un train. J'ai voyagé pendant 50 heures. Et il y a un moment, une nuit où on s'arrête à 3 heures du matin. Il y a plein de bus et tout. Et là, je crois qu'il y avait une centaine d'hommes. Et moi. Et là, je me disais, là, on est dans un cauchemar dont le scénario a été écrit par ma mère. Et franchement, tout le monde était curieux, en fait. Il me demandait si j'avais besoin d'aide, me demandait ce que je faisais là. Donc voilà. Et oui, là, forcément, j'étais dans cette situation, bah, t'as peur. Parce que forcément, t'es là, bon, on m'a appris que là, je dois me méfier. Mais il s'est rien passé de mauvais. Ils sont comment, les trains en Inde, d'ailleurs ? Les trains en Inde, il y a plusieurs classes. Moi, j'étais souvent dans la deuxième AC, donc air conditionné. Ils sont très très longs. Même pareil, là, tu vois, je me disais comment je vais trouver ma place, que je comprenais pas où je devais aller. Et là, pareil, sur le quai, les gens voient que t'es paumé. Je me suis dit, quand je reviendrai, j'essaierai d'aider plus les gens que je vois paumés, parce que à chaque fois, il y avait des gens pour m'aider. Et ça, c'est des très 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 longs trains avec plusieurs classes. Et l'ambiance, les gens, ils communiquent. C'est super bruyant. Enfin, voilà. Moi, j'adore le bruit, donc ça me va, mais c'est très vivant, quoi. Mais ça, globalement, l'Inde, c'est ça qui est marrant, c'est que nous, t'as la règle, il y a une personne qui dort, t'as tout le monde qui va se taire. Là, c'est... J'ai un pote qui m'a raconté qu'il avait pris un train en Inde et qu'il y a une maman qui lui a mis son enfant sur les genoux, mais sans demande, c'était normal et apparemment, c'est hyper vivant. Oui, c'est ça, moi, j'ai pas été dans la première classe, mais là, je pense que c'est ultra vivant, puis tout le monde se parle et puis tout le monde me posait des questions c'est même moi, en Inde même, j'étais dans un hôtel et il y avait une famille dans la chambre à côté, je crois qu'ils ont hurlé jusqu'à 1h30 du matin, et à partir de 6h, et puis même t'as les employés, ils hurlent d'un bout à l'autre du couloir pour parler, il n'y a pas du tout ce même rapport au bruit, mais c'est... Moi ça va, moi ça me fait marrer, donc c'était... Et c'est très vivant, c'est très différent d'un TGV Inouï. Tu m'étonnes. Et après, du coup, t'es allée au Tibet. Non, d'abord au Népal. Voilà, du coup, je suis allée au Népal et vu que j'avais besoin de certaines autorisations pour aller au Tibet, je me suis dit, bon, je vais aller au Népal et je vais attendre un peu. Parce que de base, tu voulais directement aller au Népal. Alors moi, au Tibet. Je vais y arriver. Ouais. Mon plan, c'était en Inde, Varanasi, je vais au Sikkim, j'y reste quelques semaines. Après, je vais au Tibet avant qu'il fasse trop froid. Et ensuite, j'arrive au Népal et là, j'avais des choses à voir. Mais en fait, moi, j'ai découvert Alexandra Davinel parce qu'à la base, j'adore l'Himalaya, le Népal, ça m'a toujours fait rêver. Donc, j'avais acheté un journal sur elle, sur l'Himalaya, le Népal, et c'est comme ça que j'ai vu un article. Donc, je m'étais dit, je finis au Népal et voilà, je me fais un petit moment tranquille pour voir ce pays que j'avais envie de voir. Mais du coup, voilà, c'est ça. Je vais en Inde, ensuite, je vais au Népal et j'attends le temps de trouver un peu aussi... les infos pour le Tibet et voilà, et au Népal j'ai circulé en bus, mais pour y aller j'ai pris plusieurs trains aussi. Mais à l'intérieur du pays en tout cas il y a beaucoup plus de bus que de trains. Il y a beaucoup plus de bus et là pareil l'Inde c'est quand même, il faut pour les trains en Inde il faut quand même réserver un peu en avance parce que c'est vraiment pris d'assaut, c'est un mode de transport tellement tellement commun, mais alors que le bus au Népal, vraiment, c'était... on pouvait arriver la veille, généralement, ou le matin même. Oh, bien sûr, on va trouver une place. Le premier jour où j'arrive au Népal, là, l'agence avec laquelle j'étais en lien pour aller au Tibet me dit ah, attends, je viens de découvrir qu'il faut que tu sois au moins avec 4 personnes pour aller au Tibet. Je savais pas. Et là, en fait, parce que j'étais en lien avec quelqu'un qui organisait des voyages là-bas, et là, je me dis, mais je suis bête. J'ai jamais regardé par moi-même comment on faisait pour aller au Tibet. Et là, je lis. Et là, je vois « Surtout ne faites pas votre visa pour la Chine dans votre pays !» Et du coup, là en fait, le premier truc que je lis, c'est je me dis « je vais pas pouvoir aller au Tibet parce que moi, j'ai un visa pour la Chine. » Mais parce que... Et du coup, bon, là, j'étais avec des gens que j'avais rencontrés, donc je me suis retenue de pleurer. Et puis après, je suis arrivée dans ma chambre d'hôtel, et j'ai fait... Voilà, et là j'ai chialé. Moi, le premier truc que je lis, que je comprends, c'est attends, si je laisse, ça veut dire que je peux pas y aller. Et en fait, non, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il fallait me l'annuler parce que, vu que moi je voulais y aller par la terre depuis le Népal, tu dois y aller avec un visa de groupe.
C'est un visa spécial. Mais alors, les règles, là, je dis ça maintenant, mais je sais que les règles changent tout le temps là-bas. Donc, voilà, même si je dis ça maintenant... En tout cas, ce sera signalé dans l'article parce qu'on va faire un article pour chaque épisode. Donc, vous aurez toutes les informations si jamais vous voulez aller au Tibet. Mais enfin, voilà, ce que je dis, c'est que ça peut changer d'ici. Si vous regardez ce podcast en 2032, renseignez-vous. Mais... Du coup, voilà, il faut un visa de groupe et j'ai contacté une agence qui m'a dit ok, du coup, il faut repayer pour avoir un visa de groupe et pour y aller ensemble. Et donc, moi, j'ai pu aller au Tibet depuis Katmandou en bus jusqu'à Lhasa. C'était plusieurs journées de bus, mais ça, je me pareil, c'est magnifique parce que tu traverses le Tibet et c'est incroyable. C'est un voyage incroyable de passer par le Tibet. On est allé en bus, on est revenu en bus et j'ai vu des choses. On est allé dans des temples, on a vu des paysages vraiment incroyables. Wow. Et t'as pu aussi aller sur les traces d'Alexandra ? Ouais. Là, justement, j'ai été à Lhasa, donc, qui est vraiment l'endroit qu'elle voulait voir depuis très longtemps. Et là, c'était très fort de voir tous ces endroits. Et elle a vraiment son livre est le plus connu, qui est Voyage d'une Parisienne à Lhasa, où elle raconte... tout, et de voir ces montagnes, de dire elle est passée par là. Et là, le guide, on était avec un guide et lui, mais vraiment, c'est lui qui me parlait d'Alexandra, mais comme si sa grand-mère l'avait connue. Je pense qu'il comprenait pas mon accent. On parlait un peu, mais j'étais pas la personne avec qui il parlait le plus dans le groupe. Et puis quand j'ai parlé d'Alexandra, là, il fait « Ah, mais oui !» Et à la fin, j'ai voulu prendre une photo avec lui. Et il m'a dit « Ah, mais moi aussi, je veux une photo avec Alexandra ». Et Alexandra, c'était moi. C'est beau, et franchement, du coup, ça m'a trop touchée. J'étais super émue quand il m'a dit ça. C'est hyper symbolique, en fait. Ouais. Je trouve. Et surtout, ça arrive à la fin du voyage. Ça arrive justement dans cet endroit où c'était le goal d'Alexandra et du coup, de toi. Je trouve que c'est hyper beau comme histoire. Et toi, quel conseil tu donnerais maintenant, après un peu de recul, à une femme qui voudrait partir seule et faire le même voyage que toi ? Moi, vraiment le même voyage, déjà, je dirais c'est tout à fait possible. Ou voyager de manière générale. Et en fait, moi, je me suis dit, parce que je voulais parler de mon voyage après, et en fait, moi, le message que je voulais passer, au-delà même du voyage, mais de façon générale dans la vie, c'est que si tu as envie de faire quelque chose, même si tu as peur, si tu as envie, c'est que tu as déjà les moyens d'en être capable. Et voilà, moi, j'avais... Il y a des choses qui me font peur que j'ai pas envie de faire, tu vois. Ça me fait peur de, je sais pas, manger des araignées, je vais pas le faire, tu vois. J'ai pas envie. Mais voyager, j'en avais envie, mais ça me faisait peur. Et voilà, et l'envie, c'est déjà le point de départ pour y arriver. Et donc voilà, moi je dirais à toute femme qui a envie de voyager seule, tu as le droit déjà, et c'est tout à fait possible. Et puis de le faire étape par étape. Le truc, c'est quand tu vois Alexandra Davinel qui a marché 2000 km à pied, je dis moi je sais pas si j'en serais capable, je sais pas, mais c'est pas obligatoire. Et voyager toute seule, ça peut très bien être aller en Bretagne quelques jours. Et je sais qu'il y a même des femmes qui se sentent bêtes d'être toutes seules. Sur ce groupe Facebook dont je te parle, il y a des femmes parfois qui disent je vois les autres avec des gens et je me sens bête, et je dis on n'est pas ridicule à être à voyager seul, quoi. Moi je vois parfois les gens quand je leur dis je pars toute seule, ils font ah, mais non, moi je suis ravie. Et justement, à la fin de ton voyage, comment tu te sens ? Est-ce que pour toi tu as rempli tes objectifs ? Justement, est-ce que tu te sens mieux, plus confiante ? Mais totalement. À la fin de mon voyage, j'ai relu le carnet où j'avais écrit « Je suis terrorisée » et je te jure, je l'ai lu, j'étais là « Quoi ? Qui a écrit ça ?» Mais vraiment, j'avais oublié. Et moi, voilà, j'étais pas bien avant de partir. Comme je dis, j'avais besoin de tourner cette page et j'arrivais plus à rien. Et je suis revenue vraiment, j'avais envie de revenir. Et ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai pas du tout ce truc de... Mon voyage me manque pas, j'ai pas ce truc de me dire « Ah, ça, c'était la vraie vie. Ici, c'est là, non, il faut que je reparte. » C'est vraiment un truc que je porte en moi, qui m'a aidée. Et voilà, et je referai jamais, ce sera jamais un autre voyage comme ça, parce que jamais je serai dans le même état que l'état dans lequel j'étais avant de partir. Et voilà, ouais, moi, ça m'a totalement aidée. Et je me sens, voilà, au début, c'était dur de me dire, vas-y, quand j'ai des doutes, je vais pas en parler aux autres, je vais pas demander. Et à la fin, c'est devenu naturel et je porte vraiment ça en moi, et donc je suis ravie. Donc si vous en avez besoin, faites-le. Trop bien, ça m'inspire. Je pense que je vais partir demain, d'ailleurs. Vas-y, où tu veux. Justement, aujourd'hui, tu es en train de réaliser un documentaire sur ce périple. Donc déjà, c'était prévu avant, il me semble. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet ?
Ouais, avant mon voyage, j'avais plus envie de rien, j'arrivais plus à croire en ce que je faisais. Et donc là, je me suis dit, d'avoir un projet artistique, ça me motive toujours. Et je me suis dit, je veux faire un documentaire où je vais raconter l'histoire d'Alexandra Davinel. Donc je suis partie avec une caméra, j'ai filmé un peu tout mon voyage. Je me dis, je vais raconter sa trajectoire, mais aussi moi, mon émancipation personnelle, mes doutes, toutes les étapes par lesquelles je suis passée aussi. Vraiment, en fait, pas faire genre je vous partage mes tips de voyage, mais plutôt je vous partage ce que c'est la trajectoire personnelle, à quoi tu te confrontes quand tu voyages comme ça, quand tu pars. Donc voilà, je crois ça, il y a de l'animation, il y a les images que j'ai tournées, mais il y a aussi de l'animation. Une amie à moi, Faustine Claver, dessine, on va faire de l'animation pour recréer Alexandra là où elle est passée. Ça, c'est génial. Et voilà, et demain, je suis contente parce que je vais tourner un peu des dernières images. Demain, je pars à Digne-les-Bains, dans la maison d'Alexandra Davinel, où elle a terminé sa vie. Voilà. Et je pars toute seule. Génial. Et du coup, il y a une cagnotte qu'on va mettre en description, il me semble, que tu as créée pour ton documentaire aussi. Ouais, j'ai fait un Ulule j'ai fait une campagne de financement pour ce documentaire. Donc voilà, là je l'ai prolongé parce que je sais qu'il y a encore des gens qui voulaient participer. De toute façon, toute aide est toujours bienvenue. Et je suis contente aussi parce qu'il y a pas mal de gens qui me suivaient pour mon contenu humoristique et j'ai vu qu'en fait, t'as toujours un peu peur de dire « Alors maintenant, je vais vous parler d'un truc un peu moins drôle » et vous ouvrir aussi une page plus intime. Et ça... Et il y a plein de gens qui m'ont suivi par rapport à ça, donc ça m'a... Et justement, est-ce qu'il y a une page où on peut te suivre, on peut suivre tous ces projets ? Oui, j'ai mon compte Instagram, j'ai un site, j'ai Facebook, mon prénom, Amaya, A-M-A-I-A, et Show, S-H-O-W. Ok. Voilà. Merci beaucoup pour tout ça, Amaya. C'était une conversation hyper enrichissante et hyper inspirante. Merci également au Studio du Passage de nous accueillir ici. Et évidemment, à nos partenaires SNCF Connect. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourail et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la Team Train et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage bas carbone.